Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S, la web émission dédiée aux séries cultes et à la science-fiction. Jesse Mack, un motard de la police. Il a été blessé au cours d'une opération, recruté ensuite par les services secrets de son pays pour piloter le tonnerre mécanique, engin d'une conception révolutionnaire capable de dépasser les 500 km/h. Un seul homme, l'agent fédéral Tuttle, est au courant de la fonction exacte de Jesse Mack, seul capable de dompter le tonnerre mécanique. C'est ainsi qu'en France, en 1985, sur la défunte chaîne La 5, nous avons découvert la série Street Hawk avec son fameux générique et qui mettait en vedette Rex Smith. Nous devons la création de la série à 3 personnes. Le premier est Robert Walter Stoff, qui a travaillé par exemple sur Code Quantum, la série de l'incroyable Hulk ou encore 8, ça suffit. Le second est Paul Bellous, qui lui aussi, étrangement, a travaillé également en tant que scénariste sur à peu près les mêmes séries que Robert Walter Stoff. C'est à se demander comment ils ont pu se rencontrer et se connaître. Le dernier larron n'est autre que Bruce Lansbury, producteur bien connu et également petit frère d'Angela Lansbury, qui n'était autre que Jessica Fletcher dans la série Arabesque. C'est à ce dernier que l'on doit la série. En effet, en 1984, Lansbury demande la création d'une nouvelle série d'action pour ABC et Bellous et Walter Stoff lui proposent alors leur projet de Street Hawk, qui à l'origine se nommait Falconer, mais un autre épisode pilote d'une série portait déjà ce nom et avait été diffusé. Pour des raisons de droit, il sera renommé Street Hawk. Bellous et Walter Stoff ont déjà créé les personnages centraux, reste à développer le concept pour la télévision, c'est de ça que s'est chargé Bruce Lansbury. 2 autres séries basées sur des machines révolutionnaires sont déjà diffusées sur les petits écrans américains et fonctionnent assez bien à la même époque. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Airwolf, Supercopter, qui vient de commencer en cette année 1984 et cartonne. Et la seconde n'est autre que Knight Rider, K2000, qui a commencé en 1982 et qui marche toujours bien, elle aussi. Et dont d'ailleurs Lansbury est un des producteurs pour cette dernière. Lansbury est donc confiant sur le projet. C'est la société de production Lemkin & Templar Production qui va produire la série en partenariat avec Universal MCA Television pour la chaîne ABC. Et ce ne sera pas de trop car visiblement chaque épisode de la série coûtait environ 850 000 $ à produire. ABC demande d'ailleurs que la série soit prête pour cette année 1984, car elle prévoit de la diffuser en septembre de cette année-là. Mais après la diffusion et la bonne audience de la série estivale de l'époque, Call to Glory, ABC décide finalement de diffuser la série en 1985. La production de l'épisode pilote est donc lancée, et il faut trouver la vedette. Et l'un des créateurs a déjà choisi son acteur pour incarner le personnage de Jesse Mack, qui n'est autre à l'époque que le tout jeune et pas encore connu George Clooney. En effet, Walter Stoff a choisi Clooney pour le rôle de son personnage principal et lui fait même faire des screen tests. Malheureusement pour ce bon vieux George, enfin le jeune à l'époque, ABC ne veut pas de lui et il est donc recalé. Il pourra néanmoins se consoler en étant invité dans l'épisode 2 de la série en interprétant le meilleur ami de Jesse qui finit mal. Clooney est donc viré et on cherche quelqu'un d'autre qui puisse le remplacer. Le choix se porte alors sur Don Johnson. L'acteur est approché mais ayant postulé pour une autre série qui démarre elle aussi en 1984 et pour laquelle il a été retenu, il devient de ce fait indisponible pour Street Hawk. Johnson venait de signer pour le rôle de Sonny Crockett dans la série 2 flics à Miami. Retour à la case départ donc. Mais un jeune rocker qui cartonne à cette époque et qui vient d'avoir un prix pour sa prestation de la comédie musicale The Pirate of Penzance l'année précédente en 1983 est remarqué. Il s'agit de Rex Smith. Comble de la chance, Rex Smith est un vrai motard et il ne se fera d'ailleurs doubler dans la série que pour les scènes de cascade à haut risque, le reste du temps il est réellement sur la moto. Rex Smith a aujourd'hui 68 ans.
Il est marié avec Tracy Lynn depuis 2009 et a eu 4 enfants avec 2 autres épouses différentes. Grâce à la série, il retrouvera d'ailleurs un de ses fils. On a pu le voir dans Alerta Malibu, The Sentinel, G.I.J., Arabesque, et il est bien sûr connu pour son rôle de Daredevil dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk. Sa carrière semble s'être arrêtée en 2019 après une pièce de théâtre. Rex Smith accepte donc le rôle et le cast viendra s'étoffer au cours du tournage. Il faut maintenant créer l'arme de J.C. Mack, à savoir la Street Hawk. Pour cela, une fois de plus, on fait appel au roi du maquillage de véhicules et qui a pondu un Bell 222 avec des turboréacteurs nommés Airwolf, à savoir Andrew Probert. D'ailleurs, on reconnaît sa patte. Le casque intégral de Rex Smith ressemble assez à celui de Stringfellow Hawk, avec pratiquement les mêmes options. Zoom, la visée, l'infrarouge par exemple, entre autres choses. Probert va alors utiliser une Honda XL500S de 1983 qui sera usitée dans l'épisode pilote. Celle-ci va servir de modèle de base et va être déclinée avec 2 autres modèles de moto. Viennent donc ensuite 3 Honda XR500 de 1984 pour les plans rapprochés et qui seront utilisés en tant que picture cycle pour la série. À savoir qu'ils auront les gadgets, boutons et lumière en détail mais non fonctionnels. Et enfin 11 Honda CR250 de 1984 qui, elles, serviront pour les cascades, soit un total de 15 motos utilisées. Petite anecdote amusante à ce propos, 14 de ces motos ont disparu sans que l'on sache ce qu'elles sont devenues. Une seule était conservée dans un musée de motos et de voitures provenant de séries télé et de films à Keswick en Angleterre, qui fut fermé en 2011. On pouvait par exemple y voir des voitures originales de James Bond, dont la Street Hawk fut d'ailleurs inspirée, une moto que l'on avait pu voir dans un James Bond. Elle fut restaurée par le cascadeur Chris Broman, qui visiblement l'aurait également achetée pour sa collection personnelle au prix de 12 000 $ sur eBay. Ron Cobb redessinera la moto pour la série. Doit-on encore présenter ce monsieur qui est hélas mort en 2020 ? C'est bien entendu le créateur du Nostromo dans Alien et de la DeLorean de Retour vers le futur, rien que ça. Et ce n'est qu'une toute petite partie de son œuvre. Ron Cobb la redessinera principalement pour une raison simple. En effet, des morceaux de fibres de verre et autres éléments fragiles se cassaient et se détachaient des motos lors des cascades, ce qui occasionnait des coûts supplémentaires. Il y avait d'ailleurs 2 équipes de tournage pour la série, la seconde équipe de tournage ayant toujours au moins 6 motos prêtes d'avance à être utilisées. Les autres motos restaient dans le département des effets spéciaux de Universal, ou étaient en réparation pour les tournages du lendemain. La première équipe de tournage filmait dans les studios de Universal les scènes de motos classiques, pendant que la seconde équipe filmait les scènes de cascade en extérieur. Rex Smith, même s'il était un bon motard, a toujours tourné qu'avec l'équipe principale, jamais avec la seconde. En effet, le planning de tournage de la série était si serré que la production ne voulait pas que Rex Smith fasse de cascade, par peur qu'il se blesse et que cela puisse ralentir ou différer le tournage des épisodes. La production avait un magasin d'accessoires de motos non loin des studios qui était toujours prêt à leur fournir des cadres et des roues neuves pour les motos utilisées par les cascadeurs. Bien entendu, la moto avec des mitrailleuses, un laser et des lance-roquettes est totalement surréaliste et n'aurait pas été du tout manœuvrable. Et surtout, comme avec K2000, l'électronique de la machine aurait peu de chances de supporter les chocs et autres sévices subis par les motos sur la route et autres terrains. C'est John Moyo qui était le cascadeur principal sur la série, avec Mike Tillman, Larry Holt, Bob Bralver et Brian G. Williams. À noter que Rex Smith réalisera tout de même ses cascades dans un épisode de la série. L'épisode pilote est donc mis en boîte dans le courant de l'année 1984, et est donc diffusé l'année suivante, en janvier 1985. Les téléspectateurs des États-Unis sont des petits vénards, et comme pour K2000 par exemple, quelques semaines avant sa diffusion, ils reçoivent un press kit présentant la série Street Hawk. En 1985 est donc diffusé ce fameux pilote. À noter qu'il fut présenté sous la forme d'un seul long épisode. Il sera divisé en 2 épisodes distincts lors de son passage en syndication. Après la diffusion de l'épisode pilote, une première saison est donc validée par Universal Television, et on conçoit donc un générique pour celle-ci. La musique utilisée pour le générique est une composition de Tangerine Dream, un groupe allemand qui font de la musique électronique. Ils ont par exemple participé et aidé à la composition des musiques pour le jeu vidéo GTA V, Grand Theft Auto si vous préférez. Ils existent toujours et ont sorti encore un album en 2022. Le thème de la série fut produit par Christopher Frank et est une version modifiée d'un titre que l'on trouve sur l'album nommé Le Parc de Tangerine Dream.
D'ailleurs, le titre porte sur l'album le nom Le Parc, avec entre parenthèses LA Street Hawk. Vous ne pouvez donc pas vous tromper. Pour les images par ordinateur du générique de la moto en 3D, plusieurs personnes sont créditées comme Ted Corner, qui travaille sur une pléthore de séries comme Supercotter, Lady Blue, Simon et Simon, Code Quantum, etc. Nous pouvons également citer Jim Michaels, Louis Schwartzberg et Ron Sachs qui s'occupaient des effets spéciaux sur la série. Pour la réalisation de celle-ci, ce seront surtout Virgil W. Vogel, connu pour Deux flics à Miami, Spencer ou encore Magnum, et Harvey S. Laidman qui seront sur la majorité des épisodes. Pour les scénarios, ce seront Paul M. Bellus et Walter Stoff, les créateurs de la série, qui les écriront. D'autres scénaristes viendront le temps de 1 ou 2 épisodes, comme par exemple Nicolas Correa. Même si Tangerine Dream a réalisé la musique du générique, Donald Woods et James E. Morris seront en renfort. Pour l'intro en voix off du générique, c'est Ernie Anderson qui narrait le texte. L'intro diffère en version française. En version originale, l'interaction entre Jesse et le tonnerre mécanique est plus mise en avant explicitement. The Man, The Machine, Street Hawk. Rex Smith interprète donc le héros de la série, Jesse Mack, et pour l'épisode pilote, ce sera Joe Regalbuto qui sera son partenaire. Regalbuto interprète le rôle de Norman Tuttle, l'agent fédéral qui a conçu le tonnerre mécanique et qui recrute Jesse Mack. Au départ, Tuttle n'est pas pour le recrutement de Mack, mais ses supérieurs mettront la pression pour qu'il le prenne. Au fil des épisodes, il deviendra ami avec Jesse et Norman qui est en quelque sorte le copilote de la Street Hawk, car il y a des fonctions comme le Hyper Thrust, l'hypervitesse, qui ne peuvent être activées que depuis la console de commande de Norman. Norman voit également tout ce que voit Jesse avec son casque et enregistre tout. Il n'est jamais sur le terrain et cherche sans arrêt à perfectionner son bébé. On a pu voir Joe Regalbuto dans Murphy Brown, NCIS Enquête spéciale, Lou Grant ou encore Castle. L'acteur a aujourd'hui 74 ans et est marié avec Rosemary Regalbuto depuis 1972 et ils ont 3 enfants. Jesse travaille en tant que policier et dans l'épisode pilote, il se retrouve suite à son accident au service de communication aux côtés de Sandy McCoy, interprétée par Jane Modine, que l'on a pu voir dans L'homme qui tombe à pic, Les deux font la paire ou encore La malédiction du loup-garou. Elle fut modèle à la fin des années 70 et fut mariée avec Dave Coulier, avec qui elle a eu un fils. On ne la voit plus à la télé depuis 1991 et l'actrice a aujourd'hui 66 ans. Ce sera Richard Venture qui incarnera le capitaine Leo Altobelli, le supérieur de Jesse Mack. On a pu le voir dans New York Police Judiciaire, Arabesque, Sinfield, Les Craquantes ou encore Matthew Starr. Sa carrière s'est arrêtée en 2001 et l'acteur est mort en 2017. Il était marié avec Catherine Catalano. Il fut marié 4 fois et a eu 4 enfants avec sa première femme, Grace Grant. L'histoire de la série raconte les aventures de Jesse Mack, un flic motard honnête mais insouciant et casse-cou, qui est prêt à tout pour se faire remarquer avec son partenaire Marty Walsh, incarné par l'acteur Robert Beltran, bien connu des fans de Star Trek pour son rôle de commandant Chakotay dans la série Star Trek Voyager. Marty, lors d'une course contre Jesse, tombe malheureusement en chemin sur la transaction d'un trafiquant de drogue avec ses clients. Il est abattu. Jesse, qui doit rejoindre Marty, est lui aussi blessé par le trafiquant de drogue. Une de ses jambes est définitivement hors service, et Jesse se retrouve au service communication avec la charmante Sandy McCoy. Mais Jesse est amer. Non seulement il ne pourra plus monter sur une moto, mais son partenaire mort est accusé d'être un flic pourri qui trempait dans le trafic de drogue. Jesse est lui-même suspecté. Il mène alors son enquête seul et se voit alors contacté par un agent fédéral, Norman Tuttle. Celui-ci lui propose de tester et de piloter le tonnerre mécanique en situation réelle, une moto armée et de conception révolutionnaire capable d'aller à 500 km/h et qui a coûté 3 millions de dollars à fabriquer. Il propose à Jesse de mener des missions secrètes pour combattre le crime urbain à Los Angeles avec cette nouvelle arme, pour qu'à terme, toute la police soit équipée de tonnerres mécaniques. On opère alors Jesse pour sa jambe et Jesse mène sa vendetta contre Anthony Corrido, joué par Doc Christopher Lloyd Brown de Retour vers le futur, le trafiquant de drogue qui a tué le partenaire de Jesse et l'a envoyé à l'hôpital. Aux grandes dames de Norman qui a peur que Jesse abîme sa superbe moto dans ses actions solo. Au final, Jesse se révèle être le meilleur choix pour piloter le tonnerre mécanique, et une amitié se créera entre lui et Norman. La série raconte alors la double vie de Jesse, policier le jour et justicier la nuit, pour combattre le crime et garder son identité secrète. Il n'y a pas d'intrigue continue et les épisodes peuvent être vus dans n'importe quel ordre.
Malheureusement, la série sera très vite annulée pour faute d'audience, et en mai 1985, elle s'arrête donc au bout de 14 épisodes pilotes inclus. Diverses raisons à cela. Certains disent que c'est à cause de Rex Smith qu'on trouvait trop gentil par rapport à Ian Michael Vincente dans Supercopter ou David Hasselhoff dans K2000, qui eux semblaient plus durs et plus taillés pour combattre le crime. Les coûts de production étant également une des raisons, il fallait 2 équipes de tournage, dont une en studio et une autre qui se déplaçait dans Los Angeles pour trouver et aménager les lieux de tournage pour chaque épisode comme dit auparavant. Pour des raisons de budget justement, l'effet de l'hypervitesse de la Street Hawk consistait à une accélération de l'image avec un effet spécial bon marché, un peu comme celui utilisé dans la série The Flash de 1990 avec John Wesley Shipp. Rex Smith a tenté des années après l'arrêt de la série de lancer une pétition pour la faire revenir sur une chaîne de télévision. Celui-ci avait besoin de 100 000 signatures pour pouvoir la présenter à un network. Visiblement, cela n'a pas eu de succès. Notons que dans la série, Jessie Mack se retrouve à faire équipe avec Rachel Adams, interprétée par Jenny Wilson, connue surtout pour son rôle de Janet Fowler dans la série Simon et Simon. Elle a eu une courte carrière, elle est mariée avec Jack Lucarelli et a aujourd'hui 76 ans. Elle est diplômée en nutrition et conseil en nutrition. En effet, l'actrice Jane Modine, dans l'épisode pilote, fut jugée trop jeune pour incarner le rôle. Il y a une chose curieuse dans l'épisode numéro 3 de la série intitulé L'accompagnateur, The Adjuster en version originale. Lorsque le criminel qui se fait passer pour Joseph Cannon est démasqué par Jesse et Norman, sur l'écran s'affiche une photo qui ressemble fortement à William Conrad, qui a interprété pendant 5 ans le rôle de Frank Cannon, le détective privé. De même, dans l'épisode pilote, nous avons 2 ou 3 allusions à la pop culture. Par exemple, lorsque Jesse voit le centre de contrôle de Norman, il dit que ça ressemble au pont de l'Enterprise de Star Trek. De même, la Street Hawk sort d'un tunnel avec 2 portes qui s'ouvrent du passage secret, comme pour la sortie de la Black Beauty dans la série du Frelon Vert de 1966. On peut voir de nombreuses anomalies tout au long de la série, si l'on est observateur. Par exemple, dans l'épisode pilote, lorsque Jesse fait sa cascade au-dessus des voitures devant les policiers, on peut s'apercevoir qu'il change miraculeusement de moto avant de faire son saut. Dans d'autres épisodes, on peut également, par exemple, apercevoir la caméra. À noter également que Honda voulait attenter un procès à la production de la série à cause du nom Street Hawk, qu'ils trouvaient trop proche de leur nouvelle moto nommée Night Hawk. Mais ils ont finalement abandonné l'action après l'arrêt de la série. Celle-ci sera rediffusée en 1991 aux USA et plusieurs fois depuis sans grand succès. Terminons en précisant qu'il existe 2 versions de l'épisode pilote. Une version américaine de 60 minutes avec le laser de couleur rouge pour le tonnerre mécanique et qui est du même style que celui de la série. Au Canada, un épisode de 76 minutes fut diffusé avec un laser de couleur bleue pour le tonnerre mécanique. Plusieurs vedettes comme Christopher Loud nommé auparavant, ou encore Belinda G. Montgomery, le docteur Elizabeth Merrill dans la série L'homme de l'Atlantide, sont apparus dans Tonnerre mécanique. Nous ne vous en montrons que quelques-unes comme d'habitude, à vous de trouver les autres apparus tout au long de la série. Chez nous, la série débarque donc en 1985 sur la 5 sous le titre de Tonnerre mécanique. C'est l'épisode pilote canadien que nous aurons, avec le laser de couleur bleue pour la moto. Rex Smith était doublé par Edgar Givry, Joe Regalbuto par François Leccia, Richard Venture lui par Albert Auguier et Jeannie Wilson par Catherine Lafont. Nous n'avons pas trouvé qui doublait Jane Modine dans l'épisode pilote. La série, dans la thématique du héros et de sa machine révolutionnaire et qui était diffusée aux côtés de K2000 et de Supercopter chez nous, fit les beaux jours de la chaîne et popularisa la série chez nous. Elle sera rediffusée sur Canal+ plus tard, puis TF1, M6, RTL 9 et Virgin 17 en 2009. La série a été éditée en intégralité en DVD aux USA. L'épisode pilote a été édité en DVD lui aussi en Angleterre. Que ce soit le coffret américain ou l'édition anglaise, ils contiennent tous les deux la version longue du pilote, 40 minutes de bonus avec interview du cast de la série, et revient sur la création de celle-ci. En France, la série a été également éditée en intégralité par Elephant Films. On peut donc espérer, si les droits sont toujours chez eux, qu'ils réalisent une sortie Blu-ray un jour. À noter qu'il existe un coffret allemand également. Même si la série fut très courte, elle a quand même eu droit étonnamment à quelques produits dérivés. Ainsi, en 1984, Kenner a sorti une figurine contenant la moto avec Jesse en conducteur dessus. C'était une moto à friction.
Kenner avait l'intention de sortir d'autres motos et même le centre de commande de Norman Tuttle, mais cela restera à l'étape du prototype qui sera présenté dans un catalogue de jouets, mais jamais édité. Vient ensuite une autre action figure dans la collection G.I. Joe, sortie, elle, en 1992 et dont 3 versions différentes existent. C'est surtout au niveau de la figurine que les changements sont visibles. La dernière version date de 2001 visiblement, tout édité par une société indienne bien connue, Fun School. Enfin, mentionnons qu'au Brésil, où la série a bien marché, un circuit avec la moto de la série fut également sorti. Si jamais kit existe également pour ce circuit, ça doit être cool de pouvoir faire la course entre les deux véhicules. Et pour terminer cette rubrique, il y eut même un modèle kit désormais très rare qui fut édité au Japon de la moto. Dans le même genre d'idée, le coupé Mustang de Jessie Mack fut elle aussi édité à l'échelle 1/25e. Dans les autres produits dérivés, citons l'annual anglais de 1986 sur la série. Vous avez des numéros de la revue Look In avec les aventures de Tonnerre Mécanique dedans. Évidemment, nous n'oublierons pas de parler du jeu vidéo sorti sur Spectrum et sur Amstrad CPC et édité par Océan. Une version Commodore 64 était prévue et fut développée à près de 90% du jeu, pour finalement être annulée. Nous vous mettons comme à l'habitude quelques goodies, à vous de trouver l'objet rare de vos rêves. Phase S numéro 37 est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril pour parler de paranormal, avec la série Le Sixième Sens, mettant en vedette Gary Collins. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir.